C'est quoi une review honnête? Une review, c'est la présentation d'un produit. Vous le faire découvrir ou redécouvrir et vous en donner un aperçu détaillé. Une review honnête, c'est une review dans laquelle je me mets à votre place lors de mes tests en oubliant pendant un temps mes compétences techniques et mes habitudes de technophile. Ensuite, ces mêmes compétences techniques me serviront à vous présenter les corrections des éventuels problèmes rencontrés. Vous verrez que cette approche donne une vidéo beaucoup plus constructive et intéressante qu'une review avec juste des belles images et des commentaires élogieux. J'espère que ça vous plaira, car je ne vous cache pas que c'est long et compliqué à faire. Aujourd'hui, je vous présente une imprimante 3D, la Wanao Duplicator 12 230, une belle petite imprimante avec des caractéristiques techniques intéressantes et un tarif incroyablement contenu de 199 €. Voyons voir si son ramage se rapporte à son plumage. Voici le menu de l'honnête review de la Duplicator 12. Tout d'abord, je vous parlerai de son montage. Combien de temps ça prend? Réellement? Quels sont les contrôles à faire? Y a-t-il des points à corriger? Et enfin, la sempiternelle question, comment vérifier la tension des courroies? Ensuite, je vous parlerai de sa mise en service. Qu'est-ce qui est prévu au niveau logiciel par le fabricant? Quelles sont les galères que j'ai rencontrées et comment je les ai surmontées? Et je vous proposerai des correctifs pour que, si un jour vous achetez une imprimante, ça roule du premier coup. En troisième partie, je vous montrerai 2 upgrades qui rendent la machine plus facile à utiliser. Et un petit tutoriel pour avoir les miniatures DG-code sur l'écran de l'imprimante, car non, ce n'est pas automatique, c'est le slicer qui doit les générer et au bon format. Enfin, évidemment, je vous donnerai mon avis sur cette imprimante, ses points positifs comme ses points négatifs, et je vous dirai, selon moi, à qui elle est destinée. J'espère que tout ce travail de présentation et ces tutoriels vous aideront à avoir une idée claire de la belle et à éclairer une éventuelle décision d'achat. Alors pourquoi je vous présente cette imprimante? C'est une demande qui m'a été faite par Wanao France et j'ai accepté tout simplement parce que sur le papier, les spécifications techniques sont excellentes par rapport au prix auquel elle est vendue et ça m'intéressait de savoir si l'essai était transformé et si la réalité rejoignait la théorie. Un truc très intéressant, vous avez sur le dessus de la boîte un autocollant qui ici est à l'envers avec une adresse internet go.wanaofrance.com. Si vous allez sur go.wanaofrance.com, vous avez une vidéo de montage extrêmement détaillée, très claire, très précise, en français, spécialement pour le public français. Vous ne pouvez pas vous tromper. Mesdames et messieurs, c'est le commandant de bord qui vous parle. Ladies and gentlemen, this is Captain speaking. Si vous appréciez le vol, if you enjoy the flight, pensez à vous inscrire à la chaîne et à activer les notifications. Please subscribe and ring the bell. PNC aux portes, armement des toboggans, vérification de la porte opposée. Dans le carton de l'imprimante, vous allez trouver ceci et cela. Alors, micro SD ou clé USB? Ah, il y a un piège. En fait, ce n'est pas une clé USB, c'est un lecteur de carte SD et micro SD. L'imprimante 3D fonctionne avec une carte micro SD et on peut un peu le regretter parce que quand même une carte micro SD elle fait la taille de mon ongle et c'est vraiment pas très pratique à manipuler. Alors pourquoi est-ce qu'elle utilise une carte micro SD? Eh bien tout simplement parce que la carte qui est dedans c'est une MKS Nano V2 et que les MKS Nano eh bien elles sont fabriquées avec un port micro SD et donc ils ont été obligés de s'adapter à la carte. C'est cette espèce de mode de faire toujours plus petit, plus petit, plus petit. En l'occurrence, c'est pas très heureux parce que une carte SD de taille standard, c'est quand même plus robuste. Bon, au moins, ils ont fourni le lecteur de carte SD, ce qui rend quand même les choses beaucoup plus pratiques. Comment s'est passé le montage? Eh bien, tout d'abord, il m'a pris 45 minutes. Pas moins de 45 minutes, il faut bien compter 45 minutes. Évidemment, vous pouvez faire tout l'assemblage, le montage en 30 minutes, mais vous n'auriez rien réglé, vous n'aurez rien contrôlé. Donc, qu'est-ce qu'il faut contrôler? Première chose à faire, contrôler le serrage de toutes les vis, notamment les vis du châssis des pièces en aluminium. Moi, c'était clairement pas assez serré. Toutes les petites pièces, par contre, les petites vis, les capots, ça, c'est pas forcément la peine, ou alors, vous verrez, généralement, elles sont suffisamment serrées. Mais par contre, clairement, les grosses vis, les grandes vis d'assemblage du châssis, elles n'étaient pas assez serrées. Le deuxième point qui est très, très, très important, c'est de contrôler les écrous excentriques qui servent à régler les guidages, le jeu des guidages. Je vous montre ça. Ici, vous voyez que vous avez 3 roulettes pour faire qui ont des portées en V là, sur les côtés
et qui effectue le guidage par exemple de l'axe X. On a en fait 2 roues fixes en haut et une roue mobile en bas pour régler le jeu. Comment ce jeu se règle? Eh bien, dans le kit, vous avez une clé plate de 10 et vous devez ici glisser la clé sur l'écrou qui est un écrou excentrique, c'est-à-dire qu'en fonction de sa position, il va éloigner ou rapprocher la roue du guidage et vous devez régler le jeu. Comment on règle le jeu? Eh bien, vous bloquez le chariot et avec les doigts, vous devez réussir à faire tourner la roue du dessous. À la faire tourner avec difficulté. Elle doit frotter fort. Mais si elle est totalement bloquée, et que ça entraîne uniquement le chariot comme ça, hein, eh bien, c'est trop serré. Par exemple, là, vous voyez, cet excentrique-là, il était ultra trop serré. Quel est le problème? C'est qu'en fait, c'est à l'usine, hein, les gars, ils ont dit « Ok, il n'y a plus de jeu, tout va bien. » Ouais, sauf que moi, j'arrive à retrouver l'endroit où la roulette, elle a voyagé. Voilà, elle était comme ça. Juste en la tournant, en fait, il y a un cran. Hein, donc là, elle glisse, et puis, cloc, elle est dans le cran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'imprimante, elle a voyagé comme ça. Elle a voyagé super serré, donc ça a fait un cran dans le roulement à billes, ou à l'intérieur ou sur les portées des roues, je ne sais pas où, mais... Et ce cran, il dépend pas, il n'est pas dans le profilé. Hein. Si je monte un petit peu, hein, si je bouge là, par exemple, je vais retrouver mon cran de nouveau sur ma roulette, en fait, cloc. Hein, c'est pas dans le profilé. Alors, c'est pas très gênant parce que si vous desserrez et qu'ensuite vous tendez correctement les courroies, normalement, ça ne devrait pas se voir à l'impression. Mais mine de rien, c'est pas parfait, quoi. Là, clairement, sur l'axe Z, tous les tours de roue, j'ai un cran, quoi. Ça veut quand même dire qu'à un moment, eh ben, le moteur va devoir plus forcer que le reste du temps, pour sortir du cran. Parce que quand il est dans le cran, c'est plus cool, et puis après, il va devoir être plus fort. Alors, il y a la puissance, ça doit marcher, mais voilà. Bon, après, une roulette, ça se change, hein, c'est pas la mort, il suffit d'en racheter. C'est dommage, parce que ça, c'est juste un problème en usine. Il vaudrait mieux que la machine arrive avec les roues pas assez serrées, et puis que ce soit, qu'il y ait dans la notice, un petit truc pour dire à l'utilisateur comment les régler. Donc, qu'est-ce qu'il faut contrôler? Il faut contrôler ici, hein, celle-là, il faut contrôler celle-ci, il faut contrôler celle-là, et il faut contrôler les deux qui sont sous le plateau. Donc le plateau, par contre, souvent, les plateaux, ils sont pas assez serrés. Donc pour le coup, il faut rattraper le jeu. Et surtout, au bout de 3-4 impressions, il faudra les refaire. Hein, parce que ça va, tous les mouvements vont se faire, les guidages vont se faire, tout va se mettre en place. Et puis, du coup, ça va reprendre un peu de jeu. Et du coup, vous verrez que ça tournera beaucoup plus facilement au bout de 3-4 impressions. Et donc, au bout de 3-4 impressions, vous le refaites. Donc le serrage, le réglage du jeu. Et le troisième truc, c'est la tension des courroies. Alors la tension des courroies, c'est un vaste sujet, c'est difficile à estimer. Mais je vais vous montrer quand même un petit peu comment on peut faire. Vous mettez d'abord le chariot à l'opposé de la vis de serrage. Ça c'est super, c'est une vis de tension, donc faites attention, elle est hyper efficace. Donc dès que vous tournez un peu, ça agit. Pareil pour le plateau, vous reculez le plateau avant d'agir sur la vis ici, de tension de la courroie. Évidemment, vous serrez la vis, ça tend la courroie. Vous desserrez la vis, ça détend la courroie. Alors, la première chose à faire, c'est de tordre la courroie et de lui faire un demi-tour. Vous devez réussir à faire un demi-tour à votre courroie sans que vous sentiez vraiment une résistance majeure. C'est pas, alors ça fait un peu peur et on se dit, oula, c'est tout détendu. Mais en fait, non, ça passe parce qu'on est en aller-retour et il se trouve qu'il vaut mieux être légèrement détendu qu'être trop tendu. Pareil, pour le bas, vous devez réussir à faire un demi-tour. Après, au-delà du demi-tour, ça doit devenir un petit peu dur. Mais normalement, un demi-tour, ça se fait bien. Comment on fait ensuite pour tester? Eh bien, vous allez le voir normalement sur les pièces qui sortent. J'ai ici 2 écrous. C'est des écrous de manipulation du Z, ça fait partie des petits upgrades que je vous montrerai tout à l'heure. Il y en a un, je l'ai imprimé avec les courroies trop tendues. Hein, celui-ci, il est imprimé avec les courroies trop tendues. Et celui-là, il est imprimé avec les courroies tendues normalement. Quelle est la différence? Celui-là,
mon axe là, il n'est pas perpendiculaire. Je vais vous montrer la rotation de l'axe avec cet écrou là. Vous verrez que l'écrou est tout branlant. Je peux le faire d'ailleurs. Hop. Tac. Là, si je tourne, normalement, vous devez voir que c'est parfaitement plan. Je mets l'autre. Et regardez, normalement, vous devez le voir tourner avec le plan bizarre. On a un défaut de forme, hein, on n'est pas perpendiculaire, il y a eu des pas, il y a eu une déviation, et ça, c'est dû aux courroies trop tendues. Donc comme de toute façon, cet écrou-là, je vais vous suggérer la modification pour l'installer, et bien ça sera une bonne occasion pour vous de voir si vos courroies sont trop ou pas assez tendues. S'il tourne parfaitement droit, c'est que c'est bon. S'il tourne de biais, c'est pas bon. Trop tendu. Voyons voir maintenant ce qu'on peut dire sur la mise en service, après avoir fait le montage. Alors attention, disclaimer, hein, tout ce que je dis, d'abord, ça n'engage que moi, et ensuite, prenez toujours en compte que c'est une imprimante à 199 €, d'accord, hein, en simple extrudeur, c'est 199 €. S'il y a des petits défauts, si c'est pas parfait, c'est normal, vous le payez, ou plutôt vous ne le payez pas. Déjà, un truc qui peut être perturbant pour quelqu'un qui débute, soit qui, comme moi, n'est pas habitué, c'est, regardez, je mets en route, et on a tout de suite le ventilateur de refroidissement de la hot end qui se met en route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est branché en direct. C'est-à-dire que moi, j'étais habitué à ma Tevo Tornado, où le ventilateur de refroidissement de la hot end, une fois que la hot end était froide, il s'arrêtait. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de savoir quand est-ce qu'on peut éteindre l'imprimante. Hein, j'en parle dans la toute première règle de ma première vidéo guide de l'impression 3D. Hein, la première règle, c'est de ne pas éteindre l'imprimante tant que le ventilateur ne s'arrête pas. Et bien là, le problème, c'est que le ventilateur ne s'arrête jamais. Donc en fait, il faut regarder sur l'écran à quelle est la température de la buse, et quand la buse, elle est à partir de 40, hein, en dessous de 40, c'est bon, on peut éteindre. Mais il faut contrôler. Ensuite, si vous regardez la vidéo de montage, qui est très bien faite, hein, on vous parle de la mise à niveau du leveling. Donc très bien, sauf que dans le carton, vous avez une carte pour faire la mise à niveau. Vous n'avez pas une feuille de papier. Mais cette carte, si on en mesure l'épaisseur au micromètre, elle fait 0,2 mm d'épaisseur. C'est très pratique, mais elle fait 0,2 mm d'épaisseur. Et une feuille de papier, ça fait 0,1 mm d'épaisseur. Donc c'est le double, ça. Et en impression 3D, sur le leveling, c'est la différence entre une impression qui réussit et une impression qui foire. Donc si vous faites le leveling avec ça, vous êtes à 0,2 mm du plateau. Il faut le savoir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de fortes chances que vous ayez ensuite à dévisser un peu les 4 vis pour remonter encore un peu. Ou alors, vous faites d'abord avec ça, et puis après avec une feuille de papier pour affiner. Et même hein, si vous faites avec une feuille de papier, vous êtes toujours à 0,1 mm. Mais ça, bon, je l'explique dans ma formation. Ce n'est pas l'objet de la vidéo maintenant. Moi, j'ai quand même le milieu qui est 0,1 mm plus haut que les 4 coins. Hein, donc j'ai un plateau légèrement bombé. Et c'est vrai que maintenant, ça fait quand même des années que l'auto-level existe. Les capteurs coûtent plus très cher. Ça aurait été sympa d'avoir un auto-level là-dessus. Surtout que je crois bien que c'est prévu sur les modèles plus larges. Donc c'est dommage de ne pas l'avoir mis. Il y a même ici 2 petites vis là, 2 petits pas de vis qui demandent qu'à être utilisés pour fixer un auto-level. Donc c'est vrai que je le regrette un peu. C'est une fonctionnalité qui est vraiment très utile justement pour plus avoir tous ces problèmes de leveling. Bon, c'est pas grave, le plateau est compact. Le leveling manuel sur un plateau compact, ça marche bien s'il est à peu près plan. Moi, il se trouve que j'ai 0,1 mm plus haut au centre qu'aux 4 coins. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les 4 coins, j'ai réglé en fait au milieu. Et puis, je sais que les 4 coins sont un peu plus bas. Donc, j'ai réglé un peu plus près au milieu, un peu plus loin en bas, et ça fonctionne. Une fois que le leveling est fait, moi, ce que je conseille, c'est d'imprimer un des G-codes qui sont généralement fournis avec la machine. Donc, j'ai regardé sur la carte SD. Effectivement, il y en avait 3. Donc, j'ai pris ce petit logo Wanao et je me suis dit, je vais imprimer ça. Donc, je l'ai lancé. Et j'ai été assez surpris, parce que d'abord, il y a ce qu'on appelle un raft. Donc un raft, c'est un radeau, hein, c'est-à-dire que c'est une pièce intermédiaire entre le plateau et la pièce, mais ça on l'utilise quand les pièces sont compliquées, n'ont pas de face plane, ont une surface d'adhérence insuffisante, et c'est un gros radeau, quoi. Et un gros radeau pour ça, ça a
aucun sens. C'est un peu comme si on voulait compenser un plateau pas du tout bien fait. Enfin voilà, c'est maladroit. Donc là, j'espère que Wanao va corriger ça. Hein, peut-être suite à ma review, mais voilà, déjà ça s'imprime comme ça. On ne met pas un radeau, quoi. Alors ça s'est plutôt bien imprimé. Il y avait un peu de sous-extrusion. Et puis des couches vraiment très très fines, donc ça a pris un temps infini. Mais bon, le résultat est pas mal. Donc à partir de là, je me suis dit, allons-y, je vais télécharger et installer le logiciel. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, je me suis mis dans la peau du débutant, j'ai suivi les instructions, j'ai téléchargé les instructions du site français, j'ai téléchargé Cura, hein, puisqu'il conseille Cura, et effectivement, seul Cura peut vous permettre d'accéder aux fonctionnalités Wi-Fi de cette imprimante, faut le savoir. J'ai téléchargé le profil et j'ai réussi à l'installer, même si les instructions ne sont pas très claires. J'ai réussi à installer les fichiers du profil dans le dossier de Cura pour avoir la Wanao qui apparaît avec le Start G-Code, avec le NG-Code, et j'ai fait une impression de test. Alors moi, la première impression, c'était une impression un peu de calibrage du bed. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 5 carrés aux 4 coins, des carrés de 30 par 30, un au milieu, avec juste l'épaisseur d'une couche. Donc ça, c'est une impression très classique pour tester un leveling, et c'est vachement bien, parce qu'on arrive tout de suite à voir si on est bon ou si on n'est pas bon. Et là, j'ai eu un petit feu d'artifice de trucs bizarres ou de problèmes. Donc premier truc, le Start G-Code. Donc le Start G-Code, c'est une petite partie de code, de G-Code qui est mis au début de chaque impression pour lancer la chauffe, pour alimenter en filament, pour purger la buse. Alors ce qui se passe, c'est que le Start G-Code, il n'est pas optimisé. Alors je vais vous montrer ça directement en lançant une impression. On peut constater deux choses. La première chose, c'est que j'ai pas de miniature. Donc là, c'est parce que je suis parti directement de Cura vers la carte SD et j'ai pas fait la manip pour avoir la miniature. Donc il y a une manip à faire pour la miniature. Et la deuxième, c'est que le G-Code n'est pas optimisé, le G-Code Start. Parce que regardez, le plateau là, il est toujours en train de chauffer et la buse n'a pas commencé à chauffer. C'est-à-dire que le Start G-Code, il attend que le plateau soit chauffe pour lancer la buse. Là, on va le voir, tac, maintenant la buse, elle vient de passer à 200 degrés. Et ça, comme c'est une imprimante qui chauffe lentement, c'est pas du tout optimisé. Il vaudrait mieux mettre en même temps en route la buse et le plateau. De toute façon, la buse n'atteindra pas sa température avant le plateau, ce qui permettrait de gagner beaucoup de temps au démarrage. Alors là, on est en train de suivre la procédure du Start G-Code pour le démarrage. Donc là, il fait un home. Et on va voir après ce qu'il fait. Alors là, on a le feeder qui pousse. Donc il y a du filament qui est extrudé. Le problème, c'est que ça sort pas. Si, ça sort, c'est bon. Ok, donc là, ça y va, hein. Il y a de la marge. Donc voilà, il a sorti tout ça de filament, je ne sais pas pourquoi. Et maintenant, en plus, il fait un trait de test. Ok. Et là, maintenant, il fait en plus un skirt. C'est-à-dire qu'en fait, en plus, il purge la buse autour de l'impression. Donc là, ça fait vraiment beaucoup de purge. Donc le Start G-Code, vous l'avez vu, pas optimisé. Beaucoup de purge de la buse, une première purge, ça tourne, plein de filaments qui coulent, après un trait en plus de purge, après en plus un skirt, parce que dans les réglages par défaut, il y a un skirt, c'est-à-dire une purge autour de la pièce dans Cura. Donc là, ça fait vraiment beaucoup de filaments qui est sorti pour rien, quoi. Donc, et puis après, on commence à imprimer. Donc l'impression se passe correctement, et là, on arrive au NG-Code. Pareil, le petit code pour finir l'impression. Donc je vous montre le truc bizarre qui se produit. Donc là, mon impression, c'est un simple carré de 30 par 30, avec juste une couche d'épaisseur. J'ai utilisé le profil de base dans Cura, et ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qu'il fait après. Donc ok, il va
à l'origine. Et là, regardez ce qui se passe. Hop, il extrait, on ne sait pas pourquoi. Tout d'un coup, le filament. Donc, en gros, il est remonté jusque là. Hein, il est remonté, je sais pas, de plus de 10 cm dans le tube. Donc, je sais pas pourquoi, ça sert à rien. Il faudrait juste au contraire l'extraire un tout petit peu. Hein, éventuellement, si. En plus, on est en simple extrudeur, c'est le G-code du simple extrudeur, il n'y a pas du tout de raison de faire ça. Voilà, donc un NG-code où il y a le filament qui est retiré jusqu'au milieu du tube Bowden. J'avoue que c'est un peu perturbant, je ne sais pas pourquoi. Et surtout à la prochaine impression, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut repousser le filament à la main, parce que, ou alors refaire un lot de filament, ça n'a pas vraiment de sens. Donc là encore, il y a quelque chose à corriger, ça n'a pas été, c'est pas travaillé quoi. Et c'est là que j'ai commencé à avoir ma galère monumentale, qui est l'accroche du plateau. C'est partiellement ma faute, puisque en bon débutant qui veut aller trop vite, au lieu de prendre un PLA standard, ce qui est ce que je conseille vraiment systématiquement quand j'en parle, on commence toujours à calibrer une imprimante, un filament avec un PLA standard, j'ai pris un PLA Silk. C'est un PLA Wanao Silk, alors c'est très beau, hein, vous voyez des petits reflets, mais il y a plus de résine, je pense, de résine un peu collante, on va dire, dans un filament silk. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça a accroché de la mort. En plus, moi j'ai fait des carrés d'une seule couche. Donc, si vous voulez, quand vous faites une pièce entière comme ça, finalement il y a une cohésion, vous tordez la plaque pour la défaire, hein, c'est ce qui s'était passé avec ma première pièce, ça se décolle. Le problème, c'est que si vous avez des petites pièces, comme c'est, ou avec une épaisseur faible, comme c'est le cas pour mes 5 carrés, alors là, c'était mort, quoi. Donc j'ai dû prendre, heureusement, ils fournissent une spatule qui est affûtée en plus, qui est pas mal. Donc j'ai pris la spatule, j'ai dû enlever mes carrés à la spatule, donc ils étaient tout défoncés. Mais non seulement ils étaient tout défoncés, mais j'ai pas réussi à tout enlever. C'est-à-dire qu'après, j'ai dû racler le plateau pour enlever les filaments. Et moi, je vous conseille carrément de le faire. En tout cas, moi c'est ce que j'ai fait après. J'ai carrément pris mon plateau et j'ai raclé tout le plateau pour enlever en fait le coating. C'est-à-dire qu'il y a le mat, hein, il y a visiblement un revêtement mat. Et lui, il crée des micro trous qui accrochent. Hein, alors c'est fait pour, évidemment, pour que ça accroche. Mais là, pour moi, ça accroche trop. Donc, j'ai tout raclé. D'abord pour enlever le PLA qui était carrément incrusté dans le plateau. Hein, on voit encore même les marques du skirt que Cura avait fait. Et ensuite, j'ai tout gratté pour enlever une partie du vernis. Alors je pense que si vous faites une pièce compacte, ça pose pas vraiment de problème. Mais rien que pour enlever le skirt qui est autour, qui fait juste une couche, eh ben, vous risquez d'avoir des problèmes. Ou pour enlever les traits de purge, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc voilà, je vous conseille ça. Ou en tout cas, faites un essai d'abord sans, puis vous verrez bien, si vous êtes obligé de jouer de la spatule, c'est pas normal. J'ai ensuite, pour les impressions suivantes, suivi un conseil que j'ai trouvé sur le site de Prusa Slicer, hein, qui est que quand ça colle trop, parce que eux aussi, sur certains matériaux, je crois sur le PETG, ils ont une de leurs plaques qui colle trop, hein, on risque d'arracher le vernis, eh bien, ils conseillaient de mettre de la colle en bâton, de la U-stick. Donc, je suis allé au supermarché, je me suis acheté, alors je dis de la U-stick parce que c'est comme Frigidaire, ça, hein, on appelle ça comme ça, mais en fait, il y en a plein de sortes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, vous créez un film intermédiaire, et quand vous essayez de détacher, c'est le film qui casse. Donc ça, et j'ai testé, ça marche vraiment bien. En plus, après, une fois que ça commence, vous voyez que ça devient un peu crade, bah ça, l'avantage de ça, c'est que ça se lave à l'eau chaude. Donc après, vous nettoyez votre plateau à l'eau chaude, et votre colle, elle s'en va. Hein, donc ça, c'est une bonne option, je trouve. Comme on a de toute façon un plateau qui se défait, autant en profiter. Et puis autant ne pas risquer de l'abîmer bêtement, quoi. Mettez un petit coup de colle là où vous allez imprimer, et puis hop, voilà, ça va améliorer votre tenue,
et puisqu'après, dès que le plateau chauffe, ça sèche, hein, et ça fait un film, et la buse va refondre la colle. Et alors bon, ça fait un petit peu des petites marques sous les pièces, mais là c'est pareil, je pense qu'avec un coup d'eau chaude, j'ai pas essayé, mais avec un coup d'eau chaude et puis une petite éponge, ça s'en va. Un autre truc un peu perturbant avec ce plateau magnétique, hein, qui est très pratique, hein, c'est super bien le principe, mais c'est qu'ici vous avez une sérigraphie. Hein, vous avez une sérigraphie, et visiblement, ce sont des centimètres. Sauf que, si là, je mets le 1 sur le 1, et ben, quand je suis à 21 sur mon réglet, je suis à 22 sur le plateau. Donc, vous me direz c'est du détail, mais bon, le diable se niche dans les détails, surtout en impression 3D. Je veux dire, si vous vous basez là-dessus pour estimer un déplacement, parce qu'en vous disant c'est super, c'est vachement pratique, ben non, c'est pas super, c'est pas vachement pratique, c'est juste une grosse source d'erreur. Donc ça, faut le corriger, quoi. Et puis surtout, faut pas en tenir compte, parce que c'est faux. Donc comme le Star G-Code, le NG-Code, ils n'étaient pas terribles, que en plus moi j'aime pas tellement Cura, bon ça c'est un avis personnel, hein, qui n'engage que moi, j'ai fait plusieurs recherches et j'ai regardé s'il n'y avait pas moyen d'utiliser Prusa Slicer, que moi je préfère vraiment comme logiciel. Donc j'ai regardé dans Prusa Slicer et il y a une façon simple en fait de faire, c'est que dans Prusa Slicer il y a un pré-réglage qui existe, hein, vous faites assistant de configuration, vous allez cocher la Creality, et du coup, vous avez juste à changer la taille du plateau, hein, parce que là on a un plateau de 230 par 230, alors que la Creality c'est 220 par 220, et vous avez les paramètres de la Creality qui vont fonctionner pour la Duplicator 12. Donc ça c'est bien, vous renommez juste en Duplicator 12, vous changez la taille du plateau et ça va marcher, et surtout vous aurez un Start G-Code et un NG-Code qui seront mieux, qui feront pas tous ces trucs bizarres. Vous voyez là directement le plateau et la buse sont en préchauffage en même temps et le plateau va atteindre sa température avant la buse et là ensuite la buse va continuer. Si vous préférez utiliser Cura et que vous voulez que dans Cura la chauffe de la buse se lance en même temps que la chauffe du plateau, c'est possible. Vous allez dans la gestion des imprimantes, vous cherchez les paramètres de la Wanao et ici dans le G-code de démarrage vous allez rajouter 3 lignes que je vous donne. En fait, ce sont des lignes de G-code qui concernent la chauffe de la buse et du plateau. Ces lignes de G-code, si elles sont présentes dans le G-code de démarrage, elles vont supplanter les lignes de G-code par défaut de Cura. Dans Prusa Slicer, c'est pareil, c'est-à-dire que si vous mettez du M104, du M190, du M140, du M109 dans le G-code de démarrage, dans le Start G-code, ça va supplanter les valeurs par défaut de Cura ou de Prusa Slicer. Le G-code que je vous propose, le voici. D'abord un M104S170. Ça c'est quoi? C'est qu'on lance le préchauffage de la buse pour 170 degrés. Pourquoi 170 degrés? Parce que c'est une température qui est intéressante pour être très proche de la température finale tout en n'ayant pas un plastique liquide et donc pas de coulure. Ensuite, on lance le plateau en chauffe puisque le M104, dès que la consigne est passée, on passe à la ligne suivante. Là, par contre, c'est une variable qu'on utilise, bed température layer 0, c'est-à-dire on va attendre que le plateau atteigne la température prévue pour la couche 0. Pourquoi pour la couche 0? Parce que la première couche peut, dans les paramètres, avoir une température différente des autres couches. C'est pour ça que la variable, elle a ici layer 0. Donc, en fait, quels que soient vos paramètres de matière, ici, ça va s'adapter. Donc ça, c'est très intéressant. Et alors attention, par contre, les variables, il y en a aussi dans Prusa Slicer, mais dans Prusa Slicer, il y a des crochets au lieu des accolades, et les variables n'ont pas le même nom. Donc faites attention. Et ensuite, une fois, comme c'est un M190, on attend que la température soit atteinte, et quand le plateau sera à la bonne température, on va passer au M109, qui est la température de buse pour la couche 0, parce qu'on a pris une variable print température layer 0. Et donc, ces trois lignes vont supplanter les lignes du G-code de Cura. Attention cependant, quand on fait ce type de G-code où on met en chauffe en même temps la buse et le plateau, que ce soit sur Cura ou sur Prusa Slicer, eh bien, pendant le démarrage, l'alimentation est plus fortement sollicitée que d'habitude. C'est-à-dire qu'elle va devoir chauffer en même temps le plateau, qui est le gros du courant demandé, et la buse, où là, c'est un peu moins puissant. Et donc, en fait, pendant un moment, 4-5 minutes, elle va être
assez fortement sollicitée, alors qu'ensuite, elle va se contenter de faire de la régulation. Donc, une fois que le plateau est en chauffe, une fois que la buse est en chauffe, l'alimentation va fournir de façon plus épisodique le courant. Et bon, si l'alimentation est correctement dimensionnée, elle doit le supporter sans le moindre souci, d'autant qu'ici, on a une alimentation ventilée. Vous allez avoir, avec la Creality, elle fait une ligne de purge ici devant, mais la ligne de purge mange sur la zone imprimable. Et je vous montrerai tout à l'heure une petite astuce pour mettre la ligne de purge en dehors de la zone imprimable. Hein, c'est possible, il y a une astuce. Alors évidemment, si le reste du G-code qui était dans Prusa Slicer vous intéresse, eh bien vous pouvez juste le copier. Il faudra juste changer les lignes relatives à la température et vous le coller ici dans Cura et ça va fonctionner. Donc voilà, mise en service un peu laborieuse. Donc moi, si vous voulez du plug and play, vous téléchargez Prusa Slicer, vous mettez le truc de la Creality et vous utilisez les profils de filaments de la Creality. Alors une petite modif que j'ai faite sur la Wanao, regardez, c'est que ici c'est dommage, on a la tige filetée qui arrive au ras du roulement, alors que si on avait la tige filetée qui dépassait même juste de 5 mm, eh bien ça permettrait de mettre cette pièce dessus qui est un écrou de manœuvre rapide de l'axe. Ça c'est vachement pratique pour faire monter l'axe et pour dégager la tête en Z. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remonter ici, comme on a un coupleur qui est relativement haut, je vais le démonter, je vais regarder si on peut gagner ces fameux 5-6 mm. Alors la première chose à faire, c'est de mettre une cale ici, pour que l'axe Z ne puisse pas descendre plus bas. Donc vous trouvez une pièce, un bout de bois, n'importe quoi, pour que l'axe Z ne puisse pas descendre plus bas, puisqu'on va découpler, et après la tige filetée, elle va être complètement libre, le moteur ne va plus rien retenir, et vous pouvez avoir la tête qui tape dans le plateau. Donc ça, c'est à éviter, évidemment. Donc on met une cale, et ensuite, on désaccouple ici. Alors là, je l'ai déjà fait, donc c'est déjà libre. Hein. Ensuite, on tourne la tige filetée et on peut la sortir. Alors, c'est pas parfaitement aligné, donc ça peut être un peu dur. Et on regarde le coupleur. Donc, le coupleur, je l'ai mesuré. On a 15 mm en diamètre 8 pour la tige filetée et on a 10 mm pour l'axe du moteur. Donc, ces 10 mm, on va les garder, et on va remonter la tige filetée de 5-6 mm. Hein, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on remet le coupleur sur le moteur, on regarde à l'intérieur pour être pile au niveau du décrochement de diamètre, puisqu'il y a un diamètre 5 et un diamètre 8. On serre. Et maintenant, je glisse ma tige filetée en la vissant jusqu'à ce qu'en haut, j'ai à peu près 5-6 mm. Voilà, là je suis à 6 à peu près, donc c'est bon. Je serre mon coupleur. Alors j'enlève ma cale. Voilà, ça tourne toujours. Et puis je vais prendre ma pièce et je vais prendre mon écrou. Alors évidemment, je vais le réimprimer. Là, c'est juste que j'ai pris celui de ma Tevo Tornado. Hop, voilà, impeccable. Très pratique. Alors ce qu'il faudra juste que je fasse, c'est que j'écarte un petit peu le feeder, parce que là j'ai encore un petit peu de marge avec le câble. Pour aller dans l'autre sens, par contre, il faut dégraisser le haut de la tige filetée et mettre un point de colle, parce que sinon évidemment l'écrou se dévisse. Hein, après, sinon on peut aussi juste appuyer un peu sur le chariot et la vis s'inverse. Donc là on a un truc qui est dommage, c'est que quand on est à l'origine, au 0, si on regarde en dessous, on se rend compte que on n'est pas au bord du plateau. On a un peu de marge là. On a 3-4 mm de marge entre la buse et le bord du plateau. Et si on mesure après la course de 230, et bien là par contre, de l'autre côté, on arrive pile au bord du plateau. Et ça, c'est dommage, parce que ce qui serait bien, c'est de pouvoir aller un peu au-delà de 230. Comme ça, on pourrait s'en servir de cette petite zone pour purger la buse avant la première couche. Donc ça m'intéresserait, mais pour ça, faut que je décale le fin de course très légèrement vers la gauche. Sauf que
le fin de course, il est bloqué en fait. Il est bloqué par son câble là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter ici le fin de course. Il y a juste une petite vis à desserrer pour pouvoir sortir les câbles et faire passer les câbles de l'autre côté, parce que c'est le câble qui gêne. Et là, ce que je vais faire, c'est que l'excédent de câble, du coup j'ai un peu d'excédent de câble, je vais le passer autour de la vis. Et il va rester dans l'épaisseur du support. Je vérifie que mon écrou, il tourne bien. Voilà, il a tourné, c'est bon, il s'est mis en place. Ça tient. Donc maintenant, je peux vérifier. Et je peux gagner un petit peu. Maintenant, j'utilise le panneau de commande pour faire un home en X. Et ça va me permettre de régler plus finement mon fin de course pour être vraiment bien au bord du plateau. Je vais dans Tools, je vais dans Home et je fais l'Home en X. Donc là c'est bon. Et si je bouge de, je vais bouger de 23 de 230 mm vers la droite. Voilà. Et donc là maintenant, à l'extrémité, vous voyez que j'ai 4-5 mm qui restent et qui vont me permettre d'aller un petit peu plus loin que mon plateau de 230. Donc je vais mettre 230 dans le slicer, mais je pourrais aller un peu plus loin, je pourrais aller à 232 par exemple, pour faire une ligne de purge, ce qui va me permettre de mettre vraiment des objets de 230 mm sur mon plateau, sans mettre de skirt autour. Donc d'utiliser vraiment la totalité des 230 mm du plateau. Donc avec ce petit update, il faut aussi modifier le G-code qui est ici. Donc vous allez dans Réglage de l'imprimante, Creality, Duplicator et G-code personnalisé ici. Et on va ici venir dans ce cadre, on clique et on va modifier ici, vous voyez notre G1 X2. Ben là on va pas le faire en X2, on va le faire en X233 par exemple. 232. On est 2 mm au-delà du plateau. Et ici ensuite, pareil, notre X2.3, on va le faire en X232.3. Voilà. Et là, on sauvegarde notre modification. OK. Et maintenant, notre ligne de purge, au lieu de se faire du côté gauche, elle va se faire du côté droit, au-delà de la zone d'impression. C'est-à-dire, si on regarde sur le plateau, en X2, hein, si je tourne le plateau, il était comme ça. Notre ligne de purge initiale, elle était ici en X2, hein, donc sur le plateau. Et on ne pouvait pas la faire à gauche parce qu'il y avait le fin de course. Donc on est obligé d'aller au-delà du fin de course, hein, d'aller au-delà du plateau à droite. Et donc on va faire notre ligne de purge ici à l'extérieur. On sera quand même sur un bout de plateau, sauf qu'il n'est pas pris en compte dans notre zone de travail. Voilà, donc la ligne de purge est à droite et elle est en dehors de la zone d'impression. Et maintenant, c'est le début de l'impression. Alors, parlons maintenant des miniatures, puisqu'on a un écran LCD qui permet d'afficher les miniatures des G-codes. C'est quand même bien pratique pour naviguer quand on a beaucoup de fichiers sur la carte. Mais comment est-ce que ça fonctionne exactement? Il faut comprendre que en fait, les miniatures, elles dépendent vraiment d'un technosystème, on va dire, qui comprend le logiciel, l'écran et la carte qui sont à l'intérieur. Et ça, ça va dépendre à chaque fois du fabricant. Ici, on a MakerBase qui a créé l'écran MKS TFT avec différents formats et la carte avec un firmware, hein, c'est-à-dire un petit logiciel qui fonctionne pour afficher ce qu'il y a sur l'écran. Et pour créer les miniatures, eh bien, ils se sont appuyés sur Cura, un logiciel open source pour lequel ils ont écrit un plugin, un petit programme qui vient se greffer dessus. Et en fait, c'est avec le plugin qui sert aussi à la communication Wi-Fi avec l'imprimante qu'on va générer les miniatures. Le problème,
c'est à nouveau un problème de documentation insuffisante. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune information en français. Les informations, j'ai galéré pendant un grand moment pour les trouver, et en fait, finalement, elles se trouvent sur le site chinois, dans la partie téléchargement, D12, pas Duplicator 12, hein, D12, et c'est tout en anglais. Donc moi, le débutant francophone que j'étais au début de cette vidéo, et qui est toujours là, ben ça, il n'est pas capable de le trouver. Donc comment faut faire? Il faut télécharger Cura. Déjà, ils viennent de passer en 4.8, le plugin il fonctionnait, moi je suis en 4.7 sur mon ordinateur, le plugin fonctionne en 4.7. Est-ce que ça va marcher aussi en 4.8? Je n'ai pas essayé parce que je n'ai pas fait la mise à jour. Il faut voir, je pense que ça devrait marcher, parce que ça m'étonnerait qu'il y ait des mises à jour majeures, mais il faut vérifier. Donc en fait, il faut télécharger Cura, l'installer, il faut aller sur le site chinois, il faut télécharger le plugin dans sa version pour 4.7, il y a une documentation en anglais, à peu près bien traduite. Donc il faut installer le plugin, pour ça il faut décompresser l'archive RAR, il faut prendre le dossier, il faut aller le mettre dans le dossier des plugins, dans le dossier Cura, Ultimator Cura plugin, hein, et après vous y avez accès directement dans Cura, vous allez dans les paramètres de réglage de la machine, vous pouvez activer le Wi-Fi. Donc ça vous donne le Wi-Fi, mais ça vous donne aussi l'accès aux miniatures. Pourquoi? Parce que si vous n'activez pas le Wi-Fi, vous pouvez changer l'extension de fichier. Il faut faire attention, vous ne générez pas le G-code, il faut choisir Save as TFT, enregistrer pour écran TFT ou TFT Screen, et enregistrer pour écran TFT, et là vous allez générer un fichier qui contient la miniature au bon format. Parce que, attention aussi, les miniatures dépendent encore une fois de l'écosystème, de l'écotechnosystème. C'est-à-dire que par exemple pour une Prusa Mini qui affiche aussi les miniatures sur son écran, bah, les miniatures elles seront encodées en base 64, qui est un type d'encodage. L'encodage pour les TFT MakerBase n'est pas le même. Pour les MakerBase, si vous affichez en très grande largeur un fichier G-code qui contient une miniature, vous voyez la miniature. En fait, les points noirs, les pixels noirs, c'est des zéros, et les pixels colorés, c'est des lettres ou des chiffres. Sur Prusa, vous ne voyez rien de tout ça, hein, c'est juste des successions de lettres et de chiffres. Donc il faut que ce soit le bon encodage et à la bonne taille pour cet écran. Parce qu'en fait, suivant les tailles d'écran, vous n'avez pas la même taille d'encodage dans le fichier. Donc il faut le plugin MakerBase, il faut Cura pour générer les miniatures. Les miniatures, en fait, on les voit, elles sont au début du G-code avec un M10086. Comment moi j'ai fait pour avoir les miniatures alors que je génère mes fichiers avec Prusa Slicer? Eh ben c'est simple, je les génère aussi avec Cura et je copie juste les M10086 au début et je les recolle dans mon code Cura et après je fonctionne avec la carte SD pour transférer mes fichiers. Mais si vous êtes dans Cura, vous pouvez utiliser aussi la connexion Wi-Fi. Alors la connexion Wi-Fi, comment ça fonctionne? C'est pas un lien direct entre l'ordinateur et l'imprimante, hein. Vous êtes obligé de passer par un réseau. Donc un réseau, ça peut être un réseau très simple, ça peut être tout simplement votre smartphone, par exemple le smartphone avec lequel je suis en train de me filmer, je l'ai mis en point d'accès mobile, puisque là je suis à l'atelier, j'ai pas de box. Donc je fonctionne qu'avec mon smartphone. Il est en point d'accès mobile, j'ai connecté mon ordinateur en Wi-Fi sur le smartphone, j'ai connecté l'imprimante en Wi-Fi sur le smartphone, et ça m'a permis d'obtenir une adresse IP pour l'imprimante et de la rentrer dans Cura, et j'ai pu effectivement communiquer sans fil depuis l'ordinateur jusqu'à l'imprimante. Alors il faut savoir que les taux de transfert ne sont pas monstrueux, mais ça va. Pour le fichier de ce bouton-là, ça m'a pris à peu près 30 secondes le transfert du fichier. Maintenant, c'est vrai que si vous avez un très gros fichier, très lourd, parce que ça, c'est pas non plus très grand, très lourd, ça peut valoir le coup de passer par la carte SD, parce que ça peut vous prendre 5 minutes, quoi. Alors là, je viens d'envoyer une impression en Wi-Fi à l'imprimante, donc elle s'est lancée, comme vous pouvez le voir, mais le problème, c'est que la miniature n'apparaît pas. Par contre, elle a bien été envoyée. Si je relance l'impression, déjà, j'ai la petite miniature qui est là, hein, puisque c'était le Z1, mon fichier. Et si je la lance, elle est bien là. Mais juste au moment où on vient d'envoyer le fichier par Wi-Fi et lancer l'impression, elle ne s'affiche pas. Donc pour résumer, c'est le plugin qui sert pour la Wi-Fi qui génère les miniatures, mais on peut aussi sauvegarder directement sur la carte SD sur l'ordinateur et il y aura les miniatures. Par contre, pour ça, il ne faut pas faire Save as G-code, il faut faire Save as TFT Screen. Et ce sera du G-code, mais avec la miniature dedans. Et tout ça dans Cura, et si vous ne voulez pas utiliser Cura, mais que vous voulez les miniatures quand même, vous êtes obligé de les générer avec Cura, puis de modifier votre G-code pour les intégrer au début du G-code. Voici l'heure du bilan de cette Wanao Duplicator 12.
Donc déjà, les points positifs. Une machine bien finie, préfabrication poussée, une machine compacte, facile à transporter, avec des pièces thermoformées, hein, vraiment, un plateau magnétique amovible, ça, des aspects vraiment intéressants, écran couleur, tactile, le Wi-Fi, donc des spécifications intéressantes, surtout pour le tarif de 199 €. Par contre, on l'a vu, il y a un certain nombre de soucis. La majeure partie d'entre eux peuvent être réglés. Donc on a eu par exemple les problèmes de vis pas assez serrés sur l'ensemble de la machine. On a les galets qui eux étaient trop serrés et qui donc étaient marqués. Donc ça c'est un premier point. Et il y a un autre point, c'est qu'elle est bruyante. C'est-à-dire que si vous voulez l'utiliser pour un bureau ou dans un appartement, c'est pas adapté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le bed et l'extrudeur sont en 24 volts et ici, à l'intérieur, vous avez une alimentation 24 volts ventilée. Alors les drivers moteurs font parfaitement leur travail, on ne les entend pas du tout, hein, les moteurs, c'est nickel. Par contre, la ventilation, moi j'ai travaillé au montage de cette vidéo avec l'imprimante en fonctionnement à côté de moi et c'était pénible. Donc si vous êtes en appartement, en bureau, attention, c'est une imprimante qui fait du bruit. Donc regardez, peut-être qu'il y aura des upgrades avec des versions, avec un lit par exemple en 220 volts. Quand on a un lit en 220 volts, on a une alim plus petite qui peut être non ventilée. Et quand on a une alim non ventilée, eh ben, ça permet de gagner vachement en bruit puisqu'on n'a plus que ce ventilateur-là et celui-ci qui font du bruit et les drivers moteurs, eux, c'est bon, ils sont silencieux. Après, au niveau de l'usage, ben, il y a aussi le fait que ça manque pour le moment cruellement de documentation. C'est-à-dire qu'en l'état actuel des choses, c'est pas une imprimante pour un débutant. En l'état actuel des choses, c'est une imprimante pour quelqu'un qui sait déjà comment ça fonctionne, qui sait chercher un logiciel, qui sait chercher un plugin, qui sait un petit peu déjà se débrouiller dans le monde de l'imprimante 3D. Et comme vous l'avez vu, hein, il y a un certain nombre de précautions à prendre au niveau du plateau, donc là, ma vidéo vous donne des pistes, mais en l'état actuel des choses et de la documentation, c'est pas une imprimante plug and play. Attention aussi, si vous l'achetez pour le Wi-Fi, pour le moment, le Wi-Fi, c'est pas une fonctionnalité qui est fluide. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai fait plusieurs essais de mise sous tension et d'activation du Wi-Fi et elle a changé d'adresse IP. Donc ça veut dire que dans Cura, j'ai dû re-rentrer l'adresse IP. Voilà, c'est pas fluide, quoi. Donc un avis mitigé pour le moment, mais je pense sincèrement qu'il y a une marge de progression. Ça, c'est des erreurs de jeunesse parce qu'en ce moment, on met les produits sur le marché un peu trop vite, mais il faut suivre de près ce que va proposer Wanao et Wanao France. En plus, il y a d'autres dimensions qui sont en train d'arriver. Il faut voir s'il y aura des upgrades, une version pro. Donc, c'est prometteur. Par contre, ne comparez pas ça, par exemple, comme j'ai pu le voir, à une Prusa i3 MK3S, qui certes vaut 4 fois le prix. Mais vous ne pouvez pas comparer un techno-écosystème complet où là, vraiment, tout est prévu, comme par exemple Ultimaker avec Cura. Ultimaker Cura, vous achetez une Ultimaker, vous avez, ok, ça va vous coûter une blinde, vous avez Cura derrière, vous leur achetez leur filament, ça va marcher, tout est fait pour que ça marche ensemble. Prusa, vous achetez une Prusa du Prusament, tout est paramétré pour que ça marche ensemble, vous appuyez sur le bouton, ça fonctionne. Là, on n'est pas dans ce technosystème, donc vous ne pouvez pas comparer les deux. Le développement d'un technosystème, ça a un coût. Donc il est normal que vous payiez plus cher une imprimante comme une Ultimaker ou une Prusa qu'une imprimante qui se sert de leur technosystème. Donc cette petite remarque, c'était un peu juste pour rendre à César ce qui lui appartient. Si vous comptez acheter un produit chez Wanao France et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais sur cette chaîne, c'est très simple, il vous suffit d'utiliser pour aller sur le site de Wanao France le lien affilié que je vous mets dans la description de la vidéo. C'est un lien affilié, je soutiens TamTam 3D, ça ne s'invente pas. Qu'est-ce qui se passera? Tout simplement, lorsque vous ferez un achat, il y aura une petite commission qui me sera reversée sans évidemment que cela augmente votre prix d'achat. Je vous en remercie par avance et je vous dis à bientôt.